S'engager aujourd'hui, donc c'est le thème de cette deuxième table ronde. Vous l'avez compris, on va parler du bénévolat qui, heureusement, et je pense que tous les bénévoles des Restos du Cœur et des associations le démontrent au quotidien depuis des années. Heureusement, le bénévolat, lui, ne connaît pas la crise. Alors, comme pour la première table ronde, je vous propose de regarder un petit film qui va nous plonger au cœur du sujet. Et ensuite, je demanderai à nos intervenants d'y réagir. Vous voulez voir quelque chose de chaud? La nourriture, c'est surtout le prétexte à une rencontre, à le maintien d'un lien social. Ce sont des gens qui, peut-être, dans la journée, ne parlent à personne. Le fondamental de notre mission, c'est le soutien. Et en même temps, les aider dans leur détresse. L'objectif, c'est de leur donner la possibilité de s'insérer dans la vie. On a cette sensation de souffler sur des braises, des petites flammes qui ne demandent qu'à prendre. Ce qui est important pour moi, c'est de les voir sourire, se sentir bien. Et pour certains, c'est la première fois qu'ils se retrouvent auprès de la mer. Et ça, ça touche. La satisfaction essentielle, c'est de voir leur sourire et de voir les progrès qu'ils peuvent faire. C'est passionnant. Ils disent qu'on les aide, mais en réalité, on les soutient tout simplement. On leur donne des petits coups de main, des petits conseils. C'est du guidage, c'est de l'écoute, c'est discuter, c'est partager un moment ensemble, sans jugement. Je ne sais pas si je leur apporte quelque chose, mais eux m'apportent énormément. Grâce au resto, on peut dire qu'on t'en amène à des dizaines de milliers de personnes. Quand vous avez comme là, aujourd'hui, une personne qui dit « Bon, je ramène ma carte parce que j'ai plus besoin de vous », ben nous, on est vachement contents, on a gagné. On ne vient pas au Resto du Cœur en tant que bénévole pour attendre un merci, mais ça fait réellement du bien de se rendre compte que quelqu'un arrive à s'en sortir. Quand on voit des bénévoles qui sont là tous les jours, qui travaillent, qui s'acharnent à trouver des solutions pour tout le monde, je dis chapeau à eux. Et c'est évidemment l'occasion de saluer et de féliciter d'une certaine manière ces 70 000 bénévoles des Restos du Cœur. On va en parler. Et puis on va aussi évidemment parler des nouvelles formes que peut prendre aujourd'hui le bénévolat. Mais évidemment, je voudrais que Brigitte Michet réagisse en premier à ce qu'elle vient de voir. Moi, j'ai été frappé par le fait qu'on parle de soutien, on parle de sourire. Dans ce sujet, j'ai finalement peu entendu parler de nourriture. Il ne s'agit pas seulement, et loin de là, de donner à manger. Voilà. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que ce court-métrage, ce petit film, nous présente toutes les activités d'aide à la personne des Restaurants du Cœur. Le bénévolat est le modèle de fonctionnement choisi depuis 30 ans par les Restaurants du Cœur. Mais ce sont aujourd'hui 70 000 personnes qui se mobilisent pour créer un lien de confiance c'est ce lien de confiance qui est véritablement le moteur d'inclusion sociale. Et je crois que ça le montre, ce film le montre complètement. Partout, à chaque fois, on voit qu'il y a un lien de confiance qui s'est établi entre la personne qui est aidée et le bénévole. Que ce soit dans des activités du soir, comme on a vu, dans des activités liées au travail, liées aux loisirs, de justice, de ce qu'on a vu. Il y a véritablement, c'est le lien de confiance. L'engagement du bénévole, il est sur ce lien de confiance. Ce qui permet de dire qu'aujourd'hui, donc au Restaurant du Cœur, le bénévole, c'est vraiment la principale ressource qui sert directement l'objet social de l'association. Et on comprend bien que l'association, effectivement, fonctionne complètement grâce et par le bénévolat et ces 70 000 personnes. Et la raison pour laquelle je disais le bénévolat, au moins, lui, ne connaît pas la crise, c'est que, et ça c'est quand même une raison d'être satisfait et optimiste, c'est qu'il y en a de plus en plus. Je parle là sous le contrôle de M. Berthe, plus en plus de bénévoles, en tout cas au Resto du Cœur. Oui, c'est un chiffre qui est en augmentation chaque année, effectivement. Je pense que être utile, c'est la première motivation de l'engagement.
Et puis, bon, les Restaurants du Cœur, peut-être par son fondateur, peut-être par l'image qu'elle apporte, effectivement, attire beaucoup de bénévoles. Mais peut-être que le bénévolat est en train d'évoluer, est en train de bouger. Alors évidemment, Madame Michet, vous pouvez intervenir à tout moment, mais parmi les chiffres dont on dispose, à savoir l'augmentation du bénévolat du côté des restos, plus 14% en 3 ans entre 2010 et 2013, il y a un chiffre qui est particulièrement spectaculaire, c'est l'augmentation du bénévolat chez les jeunes, dans la tranche 15-35 ans, puisqu'on a 32% de bénévoles en plus sur cette période. Et d'ailleurs, vous confirmez, Madame Michet? Oui, tout à fait, c'est les chiffres, oui. Oui, mais au-delà des chiffres, d'ailleurs, de ce que peut-être vous constatez sur le terrain. Ouais. Mais c'est quand même l'occasion, ça, d'en parler avec Thierry Renaudin, qui est à vos côtés, parce que vous êtes secrétaire général de l'AFEV, qui est l'association Fondation étudiante pour la ville. Ça ne veut rien dire, mais c'est ça, oui. Oui, mais si, parce qu'il y a la notion étudiant, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui sont à la manœuvre. Vous allez sans doute nous en parler, parce qu'à travers eux, sans doute, le bénévolat est aussi en train de changer de visage, de profil, avec un engagement différent, dans un cadre peut-être différent et plus individuel, c'est ce que vous voulez nous dire? Plus individualiste aussi. Oui, c'est ça. D'abord, merci de cette invitation. Et je dois dire qu'y compris dans mon parcours militant, personnel, les Restos du Cœur ont joué un grand rôle, parce que j'ai eu, quand j'étais étudiant, un parcours syndical classique. Et puis, à la fin de mes études, j'ai basculé au Restos du Cœur. Et je faisais la maraude, moi aussi, à Toulouse, pour aller au contact des gens qui étaient les plus en difficulté. J'ai beaucoup appris avant de m'impliquer à la FEV. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ici avec vous aujourd'hui. Parce que je crois que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, pétrie de peur de l'autre, de refus de la différence et d'exclusion, eh bien, nous sommes, nous ici tous et tous les bénévoles qui sont dans nos associations, pétris par cette fantastique envie de faire ensemble, à égalité de droits et de dignité. Et que la FEV s'est constituée, alors il y a un peu moins longtemps que le Resto du Cœur, c'était il y a 23 ans, partant de la même envie, celle de faire, d'abord, d'être acteur autour de ce lien entre les universités et les quartiers populaires en mobilisant des bénévoles qui parrainent des jeunes en difficulté. Donc c'est aujourd'hui un réseau de près de 10 000 étudiants bénévoles qui interviennent dans 350 quartiers et qui accompagnent des jeunes dans le domaine de la scolarité, de la lecture, de l'insertion sociale et professionnelle, et y compris du logement collaboratif, puisque nous avons inventé un dispositif que nous avons importé de Belgique, qui s'appelle les colocations à projet solidaire, où nous faisons vivre des étudiants en colocation, toujours cette envie de faire ensemble, et que chaque colocation est liée à des projets de solidarité en bas des cages d'escalier. La mutation de l'engagement, nous la constatons, mais je dirais que depuis la création des Restos du Cœur, c'est à peu près à cette période-là que les choses ont commencé à muter, où nous avions traditionnellement un engagement qui était un engagement qui se faisait en continuité d'un engagement familial ou environnemental, très fort, avec la volonté de s'engager dans la même structure associative, très longtemps, en co-gérant la structure, avec un côté un peu sacrificiel souvent de l'engagement, souvent assez idéologique, avec cette volonté de changer la société dans son ensemble. Et aujourd'hui, tous ces critères-là ont changé. C'est-à-dire qu'on s'engage sur une période courte, en essayant d'être utile tout de suite. On ne veut pas forcément changer la société, parce que c'est compliqué de changer la société, mais en tous les cas, on veut changer le réel là où on est. Et voir le résultat de son action. Et voir le résultat de son action. Et on construit des parcours d'engagement comme on construit des parcours de vie aujourd'hui à tous les niveaux de notre existence. Et beaucoup de gens pleurent de cette situation en disant on est dans une société individualisée, donc soi-disant égoïste. Moi, je dis souvent que l'individualisation des comportements, c'est aussi une forme de libération collective. Mais l'enjeu, c'est de traduire de nouvelles solidarités collectives. Et donc ça interroge l'ensemble des strates de notre société, et particulièrement le monde associatif, qui doit lui aussi s'adapter à ça et créer de nouvelles synergies entre les acteurs associatifs. Et on est toujours un petit handicap dans notre pays, c'est de penser que le petit bout d'herbe sur lequel on est toujours plus vert que celui du voisin. Et je crois qu'on a à construire des pelouses entières de solidarité, en tous les cas pour le champ qui nous concerne ici directement, mais des transversalités plus fortes pour que notre société évolue. Est-ce qu'on peut être concret là concrètement, à quoi vous pensez, par exemple, en termes de liens, et pourquoi pas en termes de liens avec les restos ou une autre association? Oui, alors nous on a des liens sur le terrain assez fréquemment avec les Restos du Cœur, mais je m'efforce nationalement avec
mes collègues des mouvements d'éducation populaire, à structurer des nouveaux liens entre nous. Parce qu'on se regarde souvent un peu en chien de fusil dans le monde associatif, mais c'est vrai à toutes les strates de notre société. Et que le vrai enjeu, nous avons créé il y a 1 an et demi un forum européen des jeunes engagés. Dominique Régnier est intervenu d'ailleurs l'année dernière à Poitiers avec 1000 jeunes de 19 structures associatives. On l'a refait cet été à Lille. La thématique, c'était mieux que vivre ensemble, faire ensemble. Et donc, une trentaine de parcours spécifiques où 1000 jeunes ont travaillé ensemble sur comment est-ce qu'on réinvente la société d'aujourd'hui. Pas celle de demain, celle d'aujourd'hui. Et on le voit au niveau des économies collaboratives qui se mettent en place. Eh bien, on doit inventer aujourd'hui des engagements collaboratifs au niveau du secteur associatif, parce que pour peut-être mieux, et c'est ce qu'avait réussi à faire Coluche, camper le monde médiatique. Parce que notre monde médiatique est aujourd'hui pollué en permanence par des idées négatives et des situations anxiogènes. Or, notre société, c'est pas que ça. S'engager, c'est joyeux, et en étant joyeux, on l'a vu là dans le reportage, en faisant ensemble, on change la société. Mais quand vous dites camper le monde médiatique, ça veut dire sans faire de l'entrisme, évidemment, ça veut dire faire savoir. Oui, dire et faire savoir, c'est vrai du monde médiatique comme du monde politique. On considère trop souvent le monde associatif comme quelque chose de simplement sympathique. Sympathique. Or non, c'est essentiel, et particulièrement dans notre pays, le président de l'Assemblée nationale le rappelait tout à l'heure, cette République sociale. Nous sommes un des vecteurs, un citoyen sur 4 est engagé dans le monde associatif. C'est un des rouages essentiels de notre démocratie sociale, le monde associatif. Et ce n'est pas quelque chose de secondaire. Et je crois que ça n'est pas assez pris en considération, surtout dans cette période de restrictions budgétaires, où l'explosion de la bulle des financements publics, nous le constatons tous les jours, où on est, nous tous, confrontés à la réduction des financements de façon drastique, alors que nous sommes en première ligne, à la fois sur le plan économique et sur le plan social. Ça veut dire que de temps en temps, il faudrait taper du poing sur la table? C'est ce que vous nous dites là? Oui, en fait, je ne sais pas s'il faut taper du poing sur la table, mais en tous les cas, il faut affirmer non seulement nos valeurs et notre place, notre poids, et le fait que nous sommes là, et nous sommes énormément là. Et vous êtes surtout là aussi pour témoigner que la jeunesse est là, et de plus en plus. Et la jeunesse s'engage, vous rappeliez les chiffres, c'est de France Bénévolat, l'étude de 2013. La FEB aujourd'hui, c'est 10 000 bénévoles, mais nous pourrions être 50, nous pourrions être 100 000. C'est une question après de moyens d'accompagnement. Mais comme je dirais que les Restos du Cœur, ça en est une preuve extraordinaire. Beaucoup de jeunes d'ailleurs au Restos du Cœur. Est-ce que c'est nouveau, ça? Je vais poser la question à Dominique Schnapper. Est-ce que c'est nouveau, cet engagement des jeunes, On parlait de ces chiffres assez spectaculaires, en tout cas du côté des Restos du Cœur, avec une hausse de plus de 30% des 15-35 ans en 3 ans. Est-ce que ce phénomène est récent, ou est-ce qu'il a toujours existé? C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on a encore plus de raisons d'être optimiste ou pas? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas les chiffres. Ce qui m'a frappé en écoutant, parce que c'était derrière nous, ce petit film, c'est que le thème qui revenait tout le temps, c'est celui du lien social, c'est-à-dire finalement de la solitude. Et je pense que l'engagement humanitaire est lié de ce sentiment que les politiques publiques sont extrêmement nombreuses, on l'a rappelé tout à l'heure, que l'État-providence est à la fois très large, très efficace, d'une grande efficacité malgré tout, même s'il est un peu brouillon, c'est-à-dire qu'il cumule, enfin bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, je le laisse, mais le mouvement humanitaire, je crois, est né du sentiment que c'est une solidarité qui est objective et qui est abstraite, et dans laquelle n'intervient pas le sentiment de la solidarité. Et donc certains, et beaucoup, ont le sentiment qu'il faut à la fois compenser cette abstraction et la compléter par un autre type d'engagement qui, bien entendu, suppose l'existence de l'État-providence, mais qui en corrige l'abstraction et qui complète son action par des relations directes entre les personnes. Et les droits qui sont assurés par l'administration et les relations directes entre les personnes, c'est deux choses différentes. Et ce qui m'avait paru très frappant, et ça renvoyait à un fait qu'on connaît, et ce qui me paraît très frappant de notre société aujourd'hui, c'est la solitude. Vous vous souvenez qu'en 2003, c'est une approximation, mais enfin elle donne une idée, il y a eu de l'ordre de 15 000 personnes âgées qui sont mortes à cause de la chaleur.
Et il n'y a pas eu d'enfants. Or, les médecins nous disent c'était tout aussi dangereux pour les bébés que pour les vieux. Simplement, les vieux, ils étaient tout seuls, les bébés, ils avaient leurs parents qui s'occupaient d'eux. Et le fait de la solitude se comprend très bien quand on songe à un mélange de phénomènes qui font que les familles sont peu nombreuses, les couples sont instables, les femmes sont normalement veuves à partir de 70 ans, et il y a une mobilité, une mondialisation qui font que les familles sont dispersées, c'est-à-dire qu'il y a très peu de solidarité familiale. D'autre part, en France, nous mettons à la retraite les gens assez jeunes, de sorte que les solidarités professionnelles s'amenuisent très rapidement. Bref, la solitude est vraiment un des problèmes sociaux auxquels nous devons faire face. Et c'était frappant dans le petit film que ça jouait aussi bien pour ceux qui étaient aidés que pour ceux qui aidaient eux-mêmes. C'est-à-dire que le besoin de l'engagement personnel était d'une certaine façon des deux côtés. Et bien sûr, il y avait la faim, le besoin biologique, mais il y avait aussi ce sentiment de la difficulté, de l'absence possible de relations entre les personnes. Et donc, pour le dire sous une autre forme, et qui consiste à dire abstraitement ce qui a déjà été très bien dit avant moi, il y a un vide de nos sociétés et de la société démocratique en général qui n'impose pas un sens à l'existence collective, avec des institutions qui sont critiquées et affaiblies. Le rêve de rupture radicale, le rêve révolutionnaire de rupture radicale qui a donné un sens à des générations précédentes, et peut-être que ça répond à votre question, mais je n'ai pas les chiffres, c'est affaibli quand on voit ce à quoi avaient abouti ces rêves révolutionnaires. Donc, un des moyens, il y en a d'autres, et ils sont moins respectables, mais un des moyens de donner un sens à son existence, c'est justement l'engagement humanitaire. Je pense que c'est dans la réponse à ce vide qu'on peut expliquer, à la fois par les besoins, mais aussi par le fait de tous ces jeunes et ces moins jeunes qui cherchent à donner un sens à leur existence. On peut justement demander à Brigitte Michet de rebondir, parce que ce qui vient d'être dit est évidemment très, très intéressant sur le besoin de combler un vide chez l'autre, mais aussi un vide chez, pas tous j'imagine, mais chez un certain nombre de bénévoles. Oui, effectivement, les ressorts de l'engagement évoluent. Alors, pour revenir un petit peu sur les demandes, enfin l'engagement des jeunes, c'est une richesse, effectivement, parce que la qualité d'un engagement repose sur le partage et l'échange. Et si ce partage et cet échange sont intergénérationnels, ils ne peuvent être que profitables à une association. Les uns vont apporter, vont transmettre, et puis les autres vont éduquer pour être véritablement acteurs de son temps, hein, dans l'action. Et alors, c'est vrai que c'est une évolution dans les ressorts de l'engagement où, je veux dire, la notion de plaisir, hein, entre guillemets, apparaît, et il y a véritablement une nouvelle pédagogie de l'engagement à construire, en tenant compte effectivement de ce besoin chez les bénévoles, ce qui était autrefois... il y avait un côté sacrificiel. Voilà, il y a devoir. À côté devoir et sacrificiel, et aujourd'hui, finalement, cette notion de plaisir, elle est assumée. Est-ce que ça ne peut pas être une excellente publicité, d'ailleurs, pour le bénévolat ? Absolument, absolument. Et les l'association, les Restaurants du Cœur notamment, se doivent d'apporter cette garantie dans l'engagement, c'est-à-dire ce confort aux bénévoles de ne pas d'être à la bonne place, d'être bien intégré, d'être connu. Voilà. Donc l'association doit apporter ça, doit apporter cette garantie de l'engagement. Pas que l'association d'ailleurs, peut-être aussi les pouvoirs publics qui ont à apporter
devant les contraintes normatives que l'on a, voilà, à encourager le bénévolat et surtout à ne pas le décourager. Ça veut dire qu'une association, évidemment, doit s'occuper des personnes à qui elle vient en aide. Elle doit aussi s'occuper de ses bénévoles. Absolument, absolument. C'est une condition, c'est un véritable enjeu. Le bénévolat étant un véritable enjeu pour une association, l'association, effectivement, se doit d'accompagner ces bénévoles dans ce confort d'action et de faire ensemble. C'est un ressort que vous percevez, Thierry Renaudin, avec tous ces jeunes, avec tous ces étudiants qui, je le rappelle, parrainent d'autres jeunes qui sont en difficulté. Est-ce que c'est un ressort que vous ressentez, le fait de ne pas être aujourd'hui simplement dans la bonne action, pas être simplement dans le sacrifice? Ah oui, ça, on l'a perçu dès le début. Il y a deux marqueurs pour nous importants. C'est d'abord la soif de reconnaissance des engagements aujourd'hui. Il y a à la fois une distanciation par rapport à la société dans son ensemble, et à la fois, paradoxalement, mais ça peut s'expliquer facilement, une soif de reconnaissance. Et donc on a beaucoup travaillé autour d'un concept que l'on a inventé il y a quelques années, qui s'appelle le concept de responsabilité sociétale des universités. Comment l'université, entre autres, participe à reconnaître l'engagement dans les parcours universitaires, comme on reconnaît le sport ou d'autres. Et deuxième élément, en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, on est en train de créer ce qu'on appelle des plateformes de l'engagement au sein des campus universitaires, qui, y compris physiquement, participent à repenser l'engagement. Et autour de la joie et de la bonne humeur, parce que c'est aussi un élément extrêmement important, comme ça vient d'être dit. Et ce sont deux éléments qui montrent bien à la fois ça illustre cette mutation forte des engagements dans notre société, avec à la fois cette volonté de ne pas forcément co-gérer les structures dans lesquelles on s'investit, parce qu'on a du mal à déléguer sa propre parole à un tiers, mais à la fois cette volonté farouche d'être acteur dans la société, sous des formes qui sont très très différentes. Et donc cet aspect sacrificiel, en effet, est plus du tout présent. Et quand vous parlez de la soif de reconnaissance, on peut aussi poser la question, alors je la poserai aussi peut-être à Paul Boucher, du rôle de l'État dans cette affaire. Quand est-ce que l'État va reconnaître par un moyen ou par un autre tout le rôle et tout ce qu'apporte à la société le bénévolat aujourd'hui? Et quand est-ce que le bénévole pourra, au-delà de la gratification personnelle, en tirer quelque chose? Oui. Oui, mais ce n'est pas l'État qui seul peut donner aux bénévoles ce qui leur manque parfois, c'est-à-dire pas seulement des moyens matériels de lutter pour la survie des pauvres, mais quelque chose qui est plus difficile, qui est de rendre aux pauvres la dignité qui leur manque dans une société terrible vouée au diktat de l'argent. Ça, c'est plus difficile. Et c'est cependant aussi nécessaire, car améliorer la vie des pauvres, ce n'est pas seulement leur donner des moyens matériels qui leur manquent pour survivre. C'est aussi, et plus encore, ça accompagne, c'est pas à la place d'eux, mais c'est donner des raisons de vivre. Moyens d'existence, c'est bien, c'est déjà dans les textes. Raison de vivre, ça ne s'inscrit pas dans les textes, ça s'inscrit dans les rapports humains, dans les rapports des bénévoles avec ceux qu'ils aident. Le mot assistant était terrifiant, mais l'aide, c'est merveilleux. Aide-toi, l'État-providence t'aidera. C'est pas parce qu'on est aidé qu'on ne peut pas se tourner vers l'État-providence. Mais l'État-providence, il ne remplacera pas les relations humaines qui sont le fond des valeurs d'une société. Or, sur ce plan-là, il y a beaucoup à faire. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, les meilleures institutions, les meilleurs textes légaux ne peuvent pas remplacer la nature du lien social. En l'étatisant trop, ce qui est la question qui m'amène à en parler, peut-être ne fait-on qu'une partie du chemin. Il est clair que l'État, un État de droit, doit satisfaire aux droits fondamentaux. Je m'excuse de vous rappeler qu'il y a une loi de 1998
qui a été votée très largement, qui devait s'appeler loi de cohésion sociale, qui a été rebaptisée à la demande du monde associatif loi de lutte contre les exclusions, et qui situe la pauvreté parmi les exclusions, ce qui est une approche beaucoup plus juste. Donc, l'analyse côté des pouvoirs publics, elle est faite, elle est juste. La lutte contre les exclusions, elle passe pour un état de droit par des droits fondamentaux. Ils sont énumérés, il y en a 5. Il y a la santé, il y a les moyens de vivre. Le RMI est une réponse partielle. Il y a le logement, il y a les conditions de famille, il y a l'accès aux droits, etc. Mais est-ce que le droit peut tout? Non, évidemment. Non, évidemment. Et c'est une des erreurs, peut-être. L'état de droit est fondé sur le principe de l'égalité des droits. C'est la déclaration de 89, ça fait du temps. 1789, pas 1800 ou 1900. 1700. Or, l'égalité des droits, c'est effectivement une fiction. C'est pas parce qu'on l'a proclamée qu'elle devient réelle. La Déclaration universelle, d'après la terrible Deuxième Guerre mondiale, a corrigé la définition de l'article 1 de la Déclaration française, en la complétant. Les hommes ne sont pas seulement égaux en droit, mais on a mis ajouté, à la demande de René Cassin, d'ailleurs représentant français, appuyé par le chinois, c'est intéressant, égaux en dignité en droit. Et la dignité passe d'abord. La dignité est le fondement éthique du droit. Le droit tout seul, moi j'ai horreur, j'ai été 40 ans avocat, j'ai horreur des justiciers. La justice abstraite, c'est une justice sans cœur. Coluche, il savait ça quand il a appelé Restaurant du cœur, les raisons du cœur. Donc, nous avons à reconnaître que la lutte purement de survie contre les conditions matérielles de la pauvreté aboutissent à ce qui est le cas actuel, même quand la pauvreté recule, il y a accroissement des inégalités entre le bas de l'échelle et le haut de l'échelle. Ne l'oublions pas, tout ne passe pas par les moyens matériels. Certes, les batailles du budget, les batailles de moyens sont nécessaires, mais il ne faut pas perdre de but les valeurs fondamentales. Et les valeurs fondamentales, c'est l'égale dignité de tous les êtres humains. Égale dignité de tous les êtres humains, ça passe par une autre approche, une autre formation, y compris des bénévoles. J'ai été heureux d'entendre l'écho dans tous les propos. Ceux que l'on aide, ils ont besoin d'une reconnaissance de leur dignité. On a réussi à faire inscrire dans le code pénal, car l'accès au droit, il se fait, théoriquement. C'est un délit de pas seulement donner du travail, mais de donner des conditions indignes de travail, indignes. C'est un délit de loger des gens, comme le font des marchands de sommeil, dans des conditions indignes de logement. La dignité incarne la valeur, au-delà du matériel. Ça, il est clair qu'il ne suffit pas d'avoir bon cœur pour être un bon bénévole. Je voudrais rebondir là-dessus d'ailleurs, Monsieur Boucher. Voilà. Peut-être avec... Je le dirai, le répéterai, mais tout le monde le dira et répétera qui a été au contact de la lutte contre la pauvreté. Il ne suffit pas d'avoir bon cœur pour être un bon bénévole. Ne croyons pas aux moyens seulement matériels. Ne croyons pas cela. Vous avez posé la question de la formation d'ailleurs. Hein. Vous dites qu'il serait nécessaire une meilleure formation des bénévoles. Et je retiens cette formule quand même. Hein. Il ne suffit pas d'avoir bon cœur pour être un bon bénévole. Vous avez parfois l'impression, Brigitte Michet, d'être un petit peu abandonnée, livrée à vous-même et insuffisamment encadrée? Alors, effectivement, ça peut arriver hein, pour des bénévoles. C'est en tout cas une question primordiale aujourd'hui et les Restaurants du Cœur se sont véritablement appropriés de la question.
en mettant en place, en créant un service bénévolat, un pôle bénévolat qui va accompagner véritablement et fondamentalement les bénévoles dans leur engagement, dans leur action, dans leur formation. Aussi, bon, c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps, la formation, effectivement, mais on s'est approprié la question de façon très sérieuse et très cohérente pour accompagner les bénévoles. Ces nouveaux profils que l'on a de bénévoles, on parlait des jeunes, mais il y a aussi des profils d'actifs, de personnes qui travaillent et qui souhaitent être bénévoles, un certain nombre de nouveaux profils, de nouvelles demandes qu'il faut accompagner. Pour alors, en inventant, j'imagine, un certain nombre de dispositifs, un certain nombre de moyens pour encourager et accompagner ce bénévolat. Tout à fait, ça peut bousculer d'ailleurs ce qui existe aujourd'hui. Ce qui existe aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure de ce partage intergénérationnel des actions et des activités des Restos du Cœur. Des bénévoles sont là depuis très longtemps et ont une manière de faire. L'arrivée de nouveaux profils peut effectivement va nous amener à repenser, à structurer cette ressource et à offrir des temps d'ouverture, par exemple, de centres d'activité qui aujourd'hui n'existent pas, des manières de travailler un petit peu différentes, sans aucun doute. Dominique Schnapper, est-ce que le bénévolat aujourd'hui a toute sa place? Est-ce qu'il est suffisamment structuré au sein de la société française? Sa place, il l'a prise. Je veux dire, il l'a prise. On ne lui a pas faite, il l'a prise. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est à la fois qu'il faut une formation, qu'il y a une professionnalisation inévitable et d'ailleurs souhaitable, puisqu'on ne fait ni de la bonne littérature, ni de la bonne politique uniquement avec des bons sentiments. Mais d'autre part, il ne faut pas oublier les bons sentiments. Donc, il faut tenir la crête où on garde les sentiments philanthropiques de différentes formes qui ont conduit à l'engagement humanitaire et en même temps assurer la formation à la fois intellectuelle et morale de ceux qui vont intervenir. Et donc c'est une des contradictions possibles du monde humanitaire. On s'y engage pour des raisons morales, et ensuite, il y a le risque que ça devienne un métier. Donc il faut à la fois que ce soit un métier, mais que ça reste moral. Et ce sont les associations elles-mêmes et les bénévoles eux-mêmes qui vont créer cette dimension. Mais je voudrais insister, à la suite de ce qu'a dit M. Paul Bouchet, que l'État-providence, ce sont les limites d'une redistribution par l'État, que ce soit par l'État ou par d'autres institutions, mais par définition, ce sont les limites d'une redistribution abstraite qui laisse toute sa place en complément au monde des associations humanitaires. Mais je pense qu'il est important de le penser comme le complément de l'institution de l'État-providence et non pas, une construction contre l'État-providence. C'est parce qu'il y a l'État-providence qu'il y a besoin des humanitaires pour le compléter et lui redonner sa forme de relation personnelle. Mais on a le sentiment, quand on a un regard extérieur, que l'État-providence se satisfait pleinement de cette situation, que le monde associatif vienne corriger ses insuffisances et que le risque, c'est finalement qu'il lui laisse une place de plus en plus grande. Je ne dirais pas que c'est corrigé, c'est complété par définition. Je veux dire, une redistribution qui est à l'heure actuelle nationale, donc qui passe par une série d'instances de réglementation et de juridiction, enfin par l'ensemble des institutions abstraites de la redistribution, a évidemment ses limites, puisque le monde de la démocratie
refuse la charité personnelle qui crée une relation d'inégalité entre celui qui donne et celui qui reçoit. Et donc, il y a eu une première étape qui était l'affirmation des droits par rapport à la charité individuelle qui ne respectait pas la dignité du pauvre. Et puis, ces droits se sont exprimés à travers des institutions, et ils ne peuvent s'exprimer qu'à travers des institutions, faute de quoi ce ne sont pas des droits. Mais en même temps, ces institutions comportent ces limites, c'est-à-dire cette abstraction et cette objectivité. Et donc, il y a toute la place de l'humanitaire. Et suivant les périodes, suivant les ressources, suivant les circonstances, la place de l'un et de l'autre apparaît différente. Mais je pense que c'est en termes de complémentarité qu'il faut penser. J'aimerais revenir avec Thibaut Renaudin sur cette notion de nécessité. Alors vous avez dit professionnalisation du bénévolat. Je ne sais pas si vous êtes volontairement allé jusque-là, parce que c'est presque une provocation finalement quand vous dites ça. Non, c'est une formation comme à tout. Et comment vous faites justement concrètement à la FEV en termes de formation, d'encadrement? Vous ne les lâchez pas, j'imagine, dans la nature, ces jeunes étudiants? Non, et à la fois on les lâche aussi dans la nature, parce que c'est bien de les lâcher dans la nature. Parce que le fait de faire confiance aux gens, c'est pas mal, simplement, et que ça marche bien en fait. Et qu'on n'envoie pas des étudiants qui sont professionnels de quoi que ce soit. Pour autant, le monde associatif est confronté aujourd'hui, avec cette mutation des engagements, à une nécessité de se professionnaliser plus qu'il ne l'était hier. Donc ce qui pose un certain nombre de questions, y compris en termes de gouvernance. Donc le secteur associatif se professionnalise. La FEV est obligée de se professionnaliser. Donc oui, nous mettons en place des formations qui accompagnent plus que les étudiants dans leur parcours, et surtout qui sont des brevets de secouristes de l'accompagnement à la scolarité, l'accompagnateur à la scolarité. Voilà, c'est surtout ça. C'est à la fois la compréhension du milieu, ce qu'il faut éviter de faire, et surtout ce qu'il faut comprendre des gens avec lesquels ils sont en lien. Mais pour revenir aussi sur la question de la reconnaissance et de la place de l'État, je crois qu'il y a du monde des entreprises. C'est comment est-ce que nous savons bien que s'engager dans une action associative, quelle qu'elle soit, c'est l'acquisition de nouvelles compétences. Et nous avons fait un sondage il y a quelques temps, parce qu'on travaillait beaucoup d'entreprises, sur le fait de voir dans un CV, est-ce que mettre son engagement associatif, est-ce que ça avait une valeur positive ou négative? Comment ces nouvelles compétences peuvent être valorisées finalement par chacun? Alors c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, à 70%, le monde privé disait c'est bizarre. En tous les cas, ce n'est pas forcément vécu comme quelque chose de forcément positif. Il y avait peut-être la germe de quelqu'un qui aurait pu poser quelques problèmes dans la société. Je crois que c'est quelque chose qui est en train de bouger, de muter, sur lequel il faut encore travailler. L'État pourrait jouer un rôle là-dessus. En tous les cas, sur cette reconnaissance des compétences individuelles que peuvent avoir les gens en lien avec le monde associatif. C'est ce que nous faisons, nous, avec les universités, parce que s'engager, c'est mieux comprendre, c'est être confronté à des problématiques, c'est être confronté à l'autre, c'est monter des projets, les évaluer, etc. C'est mieux comprendre la société, donc forcément, on acquiert des compétences. Et là, je crois qu'il y aurait peut-être un travail, je suis d'accord avec ce que disait Paul Boucher tout à l'heure, je crois qu'il ne faut pas non plus étatiser cette question-là n'a pas lieu d'être, mais en tous les cas, la question de la reconnaissance des compétences acquises dans l'engagement, il y aurait un chantier intéressant à mener. Paul Boucher, encourager le bénévolat, reconnaître le bénévolat, c'est pas forcément l'étatiser. Il faut se méfier des mots. Étatiser, nationaliser, tout ça a été essayé en d'autres termes, et on sait où ça mène. Il y a un état d'esprit. Tout faire passer par le droit pur, par les textes, est insuffisant. Alors, je reprends le mot formation. La formation, c'est pas collectionner des diplômes, c'est avoir accès à un savoir que l'on n'avait pas. Ce que j'ai aimé à TD Carmonde, que j'ai présidé à la suite de Geneviève de Gaulle, c'était que précisément, on croisait les savoirs. Le savoir des experts, le savoir des savants, tous ceux qui savent, qui étudient, qui dans l'intelligence travaillent sur le sujet, et le cœur aussi, mais on croisait avec le savoir du vécu, ceux des gens eux-mêmes. On peut disserter sur la pauvreté, se pencher sur elle, même avec bienveillance, même avec des bons moyens, et passer à côté.
Le fondateur de l'atelier Carmonde, l'intérêt, c'est qu'il était fils de 2 immigrés qui avaient vécu dans la pauvreté. Il avait été élevé dans la pauvreté. C'était son dialogue avec l'abbé Pierre qui était extrêmement intéressant. 2 hommes qui étaient fraternels. Mais l'un avait vécu ce que l'autre n'avait pas vécu. Et cette connaissance du vécu, moi je le vois en discutant avec certains conseils généraux qui s'intéressent précisément maintenant de plus en plus à la formation de leur personnel. Les travailleurs sociaux dépendent très largement des conseils généraux. L'État, c'est une abstraction. Ça dépend des niveaux. Mais là, il est très intéressant de faire des expériences, ce qui se font, ça se font maintenant, de croisement des vécus, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux exposent leurs problèmes, leurs visions, et ils ont un dialogue qui n'apparaît pas dans le cas individuel, où il y a le dominant et le dominé. Dans des séances de formation, on peut faire dialoguer utilement, en profondeur. Et ça, c'est très intéressant. De comprendre que la reconnaissance c'est bien de parler de la reconnaissance des diplômes, on est tous d'accord. Il faut reconnaître une compétence, c'est très bien. Mais la reconnaissance de la dignité des gens que l'on aide ou que l'on assiste, c'est encore plus important, c'est l'objectif. Le reste, ce ne sont que des moyens. Le meilleur bénévolat, c'est au service de quelqu'un, au service d'une personne. Donc, je crois qu'il faut réagir contre la croyance que l'on peut simplement trouver des moyens matériels, et je me classe dans les moyens matériels les diplômes que l'on pourrait instituer, ça ne suffit pas. À l'heure actuelle, la connaissance de ce que vivent les diverses formes de la pauvreté, car on a parlé des nouveaux visages de la pauvreté, ils appellent bien sûr des nouveaux visages du bénévolat. Du bénévolat, voilà. J'ai de la peine à employer. Moi, je suis très soldat de l'an 2, je crois au volontariat. Alors, bien sûr qu'il y a dans l'amalgame, vous savez, l'amalgame entre ceux qui ont les moyens de canonner, de tout faire, qui ont les moyens, et puis les braves volontaires qui montent. C'est ce qu'a voulu Coluche, me semble-t-il. C'est ce qui est dit à cette tribune par les uns et par les autres. Donc, le problème, c'est de ne pas avoir d'illusion. L'illusion généreuse. L'intelligence critique est préférable à l'illusion généreuse. Je m'excuse de le dire. Je préfère l'intelligence critique. Et ce qui est intéressant dans les séances de formation que font la plupart des mouvements maintenant peu à peu, c'est qu'on a ce regard impitoyable sur soi-même. On n'est pas là pour avoir, encore une fois, une félicitation. On comprend où sont les lacunes, on comprend les échecs, on comprend tout cela. N'oubliez quand même pas, pour prendre un petit exemple, pourquoi j'insiste tant. On a eu la loi exclusion, on a eu la SRU, on a eu le RMI, bien sûr. Bon, il a fallu changer le code de procédure civile pour une chose qui était quand même essentielle en termes de dignité, pour les placements d'enfants. 150 000 enfants placements par an, c'est pas rien. Dans les familles pauvres, quand même, pour essentiel. Pas seulement, mais c'est quand même chez les pauvres. Savez-vous que le Code de procédure civile tel qu'il est interprété par la jurisprudence, y compris au niveau le plus élevé, ne permettait pas aux familles à qui on allait enlever un enfant, d'avoir accès au dossier. Il a fallu modifier le Code. Ça s'est passé en 2000 passé. Enfin, quand même. Il y a bien un état d'esprit, il n'y a pas seulement le fonctionnement. Or, personne ne le voulait réellement. Même maintenant, il y a accès. Ça veut dire que la famille qui est souvent parle mal le français ou a accès au langage juridique qui est déjà pas commode, elle arrive au greffe, on lui met sur le dossier sur une banque et vous regardez. Mais ça ne permet pas ça. Alors la copie du dossier, c'est beaucoup plus compliqué. C'est refusé pour l'instant. Ce serait pour nous et nous-mêmes, pour nous et nos enfants, on considérait que c'est digne de nous traiter simplement en disant « vous avez quelques minutes pour regarder ». Il y a un changement de comportement qui va au-delà du changement des textes. Il y a un élan nouveau à trouver. L'état de droit, c'est bien, mais le droit ne peut pas tout. Sans droit, il n'y a rien de durable. On est bien d'accord. Mais un état de droit, c'est un état de dignité.
il n'y a pas que les droits de l'homme. Il s'appelait d'abord des droits de l'homme et du citoyen. Le citoyen, c'est une égalité en dignité, pas seulement dans les textes. Et ça, c'est un langage qu'il faut répéter autant que faire se peut, face aux dérives sur l'assistanat, aux critiques et tout. Moi, je sais, je vais terminer là-dessus, mais un philosophe dont le nom est connu par beaucoup, qui était Michel Serres, qui était, oui. Mais vous allez comprendre pourquoi il était dans l'épisode que je compte. J'avais organisé à la Sorbonne une réunion sur le croisement des savoirs. Michel Serres était invité. Savez-vous ce qu'il a dit? J'ai enseigné de tant d'années, etc. J'ai appris beaucoup dans mon enseignement au contact de ceux à qui j'enseignais. Mais aujourd'hui, en parlant du croisement du savoir avec le vécu, j'ai appris encore plus. Et j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas. Quand un homme dit cela à son niveau, ça doit être vrai à tous les niveaux. Il y a une connaissance du vécu sans laquelle les meilleures intentions butent. Et ça, la formation qui se met en place, encore une fois, dans beaucoup d'organismes, il y a des plateformes associatives qui ont regroupé plus de 60 associations et qui toutes, plus ou moins, ont le souci, comme ils viennent de nous exprimer, de cette formation. Mais cette formation n'est pas qu'une formation théorique, analytique des causes de la pauvreté. Elle est une analyse de ce qui manque à un être, à une personne qui n'a pas la reconnaissance de son égale dignité. Ça. Et ça, il n'y a pas d'autre système que de se dire, si j'étais à sa place, est-ce que j'accepterais le mode d'aide que l'on me donne? Est-ce que je l'accepterais ou pas? Oui, je l'accepterais comme une offense. Voilà. Excusez le prêche. C'est sur ces mots de Paul Boucher et aussi de ce que vous avez dit sur les relations entre l'État et le monde associatif que va se terminer cette table ronde. Ça nous met directement d'ailleurs au cœur du sujet de la troisième qui sera présentée dans un instant par Romain Husneau, puisqu'il sera question du rôle des acteurs politiques. Je remercie Paul Boucher, je remercie Brigitte Michet, donc bénévole au Resto du Cœur, Thierry Renaudin de la Fève et Dominique Schnapper qui était à mes côtés. Merci beaucoup.